Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin. Je suis très heureux, comme chaque vendredi matin, d'être avec vous. Et ça cartonne pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui étaient là. Et ceux qui ne le savent pas, 100 millions de vues, près de 400 000 abonnés sur la chaîne. On est ravis avec toute l'équipe de Clémence et Tocsin, les Toxinotes. Et ce matin, chers amis, j'ai envie de parler de censure, liberté d'expression. Et pour ça, qui de mieux que Arnaud Dimeglieux. Salut Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, très bien, et toi? Ben, je suis en pleine forme. On va parler de. Je te présente, on va parler de liberté d'expression, de censure. C'est ton domaine, toi. Hein. Tu travailles là-dedans. Tu es avocat spécialisé notamment en droit du numérique et de la communication depuis plus de 20 ans. Donc, ça veut dire que tu as quand même deux, trois notions un peu précises de la situation, un avis juridique et aussi un avis sur le droit. Et je t'ai appelé parce qu'il y a eu cette fameuse commission d'enquête parlementaire où il y a eu notamment pas mal d'auditions qui ont été faites et parmi lesquelles il y a eu Anton Maria Battesti, c'est le directeur des affaires publiques France, et Aurore Denimal, qui sont de Meta. Pour X, il y avait Claire Dillet, directrice des affaires publiques. Et pour YouTube, il y avait Thibaut Guiroy, directeur des affaires publiques France et Europe du Sud. Et il s'est dit des trucs incroyables, notamment du côté de Meta et de YouTube. Finalement, on va supprimer les contenus à la demande de ministres français ou de la Commission européenne. Alors, et vraiment en dépit de toutes les lois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délit pénal ou de délit de diffamation ou d'injure publique, mais on supprime parce que ça ne convient pas à certains. C'est assez inquiétant, hein, ça, Arnaud. Hein. Oui, alors ce que j'aimerais rappeler, c'est que quand même, ces nouveaux médias, ces nouvelles plateformes nous permettent d'exprimer largement nos opinions. Il ne faut pas voir le verre uniquement à moitié vide, il faut le voir aussi à moitié plein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de censure s'il n'y avait pas de liberté d'expression. Et donc, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que ces réseaux sociaux, comme YouTube, Meta, X, comme tu les as rappelés, nous permettent quand même d'exprimer de manière générale ce qu'on pense. Et c'est vrai qu'à la marge, parfois, il y a des dérapages, je dirais, il y a de la censure. Et donc, à nous de contester et d'indiquer qu'il y a des choses qui dysfonctionnent parfois. Mais il faut aussi rappeler qu'on arrive quand même, de manière générale, à exprimer ce qu'on pense. Et certes, parfois, il y a des problèmes. Ouais, effectivement. Et c'est pour ça que je te reçois ce matin, parce que c'est toujours bien d'avoir une grille de lecture hein, par rapport à toi. Je le répète, hein, tu es vraiment un avocat spécialisé sur ces sujets-là, donc c'est toujours important. Mais ces déclarations en commission d'enquête parlementaire, notamment de Thibaut Guiroy. Alors Thibaut Guiroy, c'est intéressant parce que moi je regardais un peu, je suivais un peu ce monsieur sur Twitter, et suite à son audition, cet extrait de l'audition où il dit clairement qu'à un moment donné il supprime des trucs, il a carrément verrouillé ses tweets. Donc quand même. Manifestement, le monsieur en question n'était pas très à l'aise avec le buzz que a fait sa déclaration. Mais tout de même, il y a quand même des gens, manifestement. Là, on est en dépit. On va au-delà de la loi, Arnaud. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire censurer? C'est le tribunal qui peut condamner ou. Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, il y avait une suppression des contenus qui étaient contraires à la loi, une suppression des contenus qui pouvaient être contraires aux conditions d'utilisation et une diminution de la visibilité de contenus qui sont ni contraires à la loi, ni contraires aux conditions d'utilisation. Mais ça, moi, j'arrive à le rattacher à un autre fondement sur le plan juridique, c'est la charte sur la désinformation, qui a été adoptée depuis 2018, renforcée en 2022 et actualisée en 2024. Et l'Union européenne vient de reconnaître que ce document est le code de conduite que les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche peuvent respecter, parce que ce n'est pas une norme aussi qui est obligatoire. Et donc, dans ce document, sur le code de conduite sur la désinformation, il est indiqué qu'on peut diminuer la viralité, la visibilité d'un contenu, même s'il est licite. Donc, on peut rattacher cette déclaration du directeur de YouTube en fait, à ce texte sur la désinformation. Et donc, ce n'est pas complètement déconnecté, je dirais, du droit. Il y a un lien juridique, d'autant que ce code de conduite va entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Et c'est-à-dire que les plateformes comme X qui n'ont pas adhéré à ce code risquent évidemment de se faire taper du doigt. Risquent de se faire taper sur les doigts. Ouais. Oui.
Effectivement, mais c'est vrai qu'on se dit tout de même qu'à un moment donné, la liberté d'expression, elle est compliquée. Et puis là aussi, tu l'as dit, c'est pour la faire très rapide, c'est l'Union européenne, la Commission européenne, mais ça, bien entendu, ça nous tombe dessus, nous aussi, citoyens français. Donc à un moment donné, il y a une relation de cause à effet qui nous entrave dans la liberté d'expression et de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui, alors c'est sûr, c'est exactement, c'est Ouais. le terme juridique qu'il faut employer, c'est-à-dire que le fait de diminuer la visibilité d'un contenu, de supprimer sa viralité, ça constitue une entrave à la liberté d'expression. Bon. Or, selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, si on veut limiter la liberté d'expression, il faut qu'il y ait un texte qui le prévoit de manière précise et que ce soit nécessaire dans un but légitime et proportionné. Donc on voit qu'il y a une volonté de l'Union européenne de contrôler l'information au travers de ce code de conduite sur la désinformation et qu'on a une impression quand même qu'il y a un flou sur le plan juridique, même s'il y a un texte, parce que qu'est-ce qui va relever de l'information et qu'est-ce qui relève de la désinformation? Oui. Alors certes, il y a une définition sur la désinformation, mais elle est extrêmement large. C'est tout contenu à caractère trompeur, erroné, qui peut créer un préjudice public. Mais avant, dans le code de 2018 sur la désinformation, il était indiqué qu'il y avait un critère objectif sur la désinformation. La désinformation, c'était le contenu qui était faux et dont on pouvait vérifier objectivement qu'il était faux. Ça, c'était en 2018. Le problème, c'est qu'en 2022, d'après mon analyse, on a enlevé ce critère. Et donc maintenant, la désinformation peut aussi être de l'information dont on ne peut pas vérifier le caractère objectif. Donc, c'est devenu subjectif. Ouais. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Covid. Donc, j'ai l'impression qu'à cause du Covid, on a élargi encore cette notion de désinformation. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement donc, on supprime ce critère d'objectivité, mais en plus, on reconnaît dans le code de conduite lui-même que la désinformation peut concerner des contenus qui sont licites. Et moi, c'est ce qui me surprend un peu. Voilà. Et en plus, il y a le caractère aussi d'intentionnalité, Arnaud, si je ne m'abuse, également, le fait de dire délibérément, tu vas désinformer la population, ou du moins le public qui t'écoute. Là aussi, il y a un caractère non d'intentionnalité par rapport à ça. Oui, tout à fait. Ce critère-là, il est prévu également dans le texte. Il faut la désinformation est définie comme des informations. Alors, je vais reprendre le texte exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit? La désinformation, c'est un contenu faux ou trompeur qui est créé, présenté et diffusé dans un but lucratif ou pour tromper intentionnellement le public et qui peut causer un préjudice public. Néanmoins, la notion de désinformation n'inclut pas la publicité trompeuse, les erreurs de reportage, la satire et la parodie, ni les informations et commentaires partisans clairement identifiés. Ça, c'est bien quand même. Et sentence en préjudice des obligations légales contraignantes, des codes publicitaires d'autorégulation et des normes relatives à la publicité trompeuse. Donc, on voit que, en fait, lorsqu'un contenu sera clairement politique en réalité, que sur une chaîne, on connaît sa ligne politique, là, je pense qu'on ne pourrait pas dire qu'il s'agit de désinformation parce que le public, il est informé de l'opinion de cette chaîne. Par contre, sur des chaînes un peu plus floues, où la ligne, elle n'est pas claire, là, le risque, il est là. On pourra dire, ah ben, c'est de la désinformation. Ouais, parce que ça, c'est toujours pareil. Et ce qui nous guette aussi, nous, chaîne indépendante, Tocsin, aujourd'hui, il faut faire très attention. Il y a un cadre juridique qui est compliqué. Et puis après aussi, comment éviter les procédures bâillons? Parce qu'il y a aussi les procédures bâillons. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Les médias qui dérangent, les médias qui font aujourd'hui 100 millions de vues et 400 000 abonnés. On a eu notamment Martin Veil qui est venu faire un reportage chez nous sur Tocsin. Bon, Clémence et Guy de la Forte en ont parlé. Là aussi, manifestement, on est quand même sous le viseur et on peut nous embêter pour pas dire autre chose, pour être resté poli aussi par rapport à ça. Il y a pas mal de plusieurs choses. Arnaud. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, il y a effectivement les procédures judiciaires, mais les procédures administratives, parce que c'est l'Arcom aussi qui vérifie en fait qu'il y a une mission de lutter contre la désinformation susceptible, je cite le texte, de troubler l'ordre public et les élections générales. Seulement dans la loi française, en tout cas, il n'y a pas de définition de la désinformation. Donc, ce qu'on pourrait demander au minimum pour la sécurité juridique,
c'est qu'on ait une définition claire de la désinformation. Et c'est pour cela que tout ce droit-là est extrêmement, à mon avis, fragile, pas passé encore au crible de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si jamais, effectivement, il y a une sanction administrative, enfin, une sanction par une plateforme, voire une sanction administrative, voire une décision judiciaire, on sait très bien qu'on pourra toujours faire aussi un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, qui veille un petit peu au respect de cette liberté d'expression sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Tu as confiance en ces institutions aujourd'hui, Arnaud, toi, en tant qu'avocat, parce que tu as défendu quand même, je rappelle, pour ceux qui viennent nous rejoindre, tu es spécialiste de ces questions-là sur l'information et tu as mené beaucoup d'affaires, notamment contre Google et autres, donc tu connais bien ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as de l'espoir, si jamais, en procédure, faire valoir son droit à l'information, faire valoir son droit à la liberté d'expression? Est-ce que toi, tu as encore confiance, puisque tu as les mains dans le cambouis toute la journée par rapport à ça? On se rend compte que, de manière générale, la justice, quand même, fait respecter la liberté d'expression. Mais c'est vrai que sur certains dossiers à la marge, qui ont une couleur politique, on a l'impression parfois de certains dysfonctionnements, que des plateformes vont censurer des contenus qui vont contrevenir au consensus, en réalité politique, on l'a vu avec le Covid, avec des clauses quand même, dans les conditions d'utilisation de certaines plateformes qui indiquent qu'on ne peut pas diffuser de contenu qui va à l'encontre du consensus médical, sanitaire, à l'encontre des autorités locales. On ne peut pas diffuser de contenu minoritaire, alors qu'on sait très bien que pour arriver à un consensus, il faut du débat entre des idées qui peuvent être majoritaires ou minoritaires. Et c'est comme ça que se crée d'ailleurs le consensus. Voilà, donc tout simplement, moi je pense qu'il faut continuer à défendre ce pluralisme, les opinions aussi minoritaires, on en a besoin. Donc, pour cela qu'il faut veiller à ce que toutes les idées puissent être diffusées tant qu'elles ne sont pas effectivement quand même contraires à la loi, évidemment. Oui, bien entendu. Et là-dessus, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Merci Arnaud d'être ce matin avec nous sur Tocsin. Je le rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre, toi tu es spécialiste en droit du numérique et de la communication depuis plus de 20 ans. Tu connais bien ces sujets. C'est pour ça qu'on t'invite sur Tocsin, parce qu'on aime avoir de vrais experts, des gens qui ont quand même une idée de ce dont ils racontent et pas des tautologues. Voilà, on n'est pas dans la tautologie sur Tocsin, on est vraiment dans les gens qui connaissent des sujets. Là-dessus, tu disais effectivement pendant le Covid, il y a eu un basculement. Aujourd'hui, est-ce que ce basculement il est complètement opéré ou est-ce qu'il y a eu des reculs à droite à gauche ou manifestement on continue à prendre une tangente dans laquelle nous glissons avec ces entraves à la liberté d'expression et d'informer, parce qu'il y a la liberté d'informer aussi. Alors, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de censure pendant le Covid. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit peut-être moins de censure parce qu'il y a peut-être moins de sujets sensibles comme c'était le cas avec le Covid. Mais on peut se rendre compte, justement, sur cette information qui est grise, comme le rappelle le directeur de YouTube, ou je ne sais plus quel intervenant, que peut-être qu'on n'est pas informé aussi par les plateformes lorsque il y a une perte de visibilité. Ben oui. Et alors, il y a une obligation, et le directeur de YouTube le rappelle, sur le fondement du règlement DSA, d'informer les personnes que leur contenu va être limité, déviralisé, démonétisé, etc. Donc, le règlement DSA prévoit quand même cette obligation pour les plateformes d'informer les propriétaires de ces chaînes qu'ils ont eu des sanctions. Et le fait de démonétiser, de diminuer la visibilité d'un contenu, ça constitue une sanction. Est-ce qu'ils le font ou pas? C'est ça qu'il va falloir vérifier. Il nous faudrait des outils qui nous permettent de vérifier si on a été démonétisé, on a perdu de la visibilité. Ça, c'est difficile de le voir. Mais oui. Et oui, parce que là, c'est une obligation. Alors, le DSA, on rappelle, c'est le Digital Service Act, notamment au niveau européen. Là-dessus, ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces mecs-là devraient nous dire, votre viralité, comme tu le dis, vous avez été shadowbanné. Alors, vous avez été invisibilisé pour telle et telle raison, et ça devrait être très clair, ça devrait être très concret, parce qu'on a été nombreux à être invisibilisés depuis le Covid, beaucoup de chaînes avec des chutes d'audience assez colossales qui ne sont pas dues notamment au contenu, mais justement aux algorithmes, et on n'a jamais été informé de ça. On nous a toujours dit que tout va bien, dormez bien braves gens, on s'occupe de tout, il n'y a plus de problème.
Oui, alors le DSA, quand même, il est assez récent. Ouais. C'est de Oui. mémoire. Ouais. Pour les très grandes plateformes, il est rentré en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en août 2023 maintenant. Hein. Le temps passe tellement vite. Ouais. Et donc, en fait, c'était aussi avant la grande vague du Covid. Donc, il apporte donc cette obligation-là d'informer les personnes. Donc, ça, c'est quelque chose de bénéfique, je dirais. Mais ensuite, la difficulté, c'est de vérifier, de savoir si notre contenu a été déclassé ou pas. Parce que ce que j'entends dans ce que dit le directeur de YouTube, c'est que la chaîne, la plateforme, ne va pas recommander les contenus. Et donc, c'est sûr que ça fait une perte de trafic. Mais est-ce qu'on est vraiment informé lorsque notre contenu n'est pas recommandé? Ça, voilà, ça serait bien de savoir le retour de personnes. Est-ce que le problème, c'est les outils techniques aussi. Ouais. Il faudrait qu'on puisse savoir. Alors, on le voit parfois parce que personnellement, j'ai une chaîne YouTube. Je vois que parfois, j'ai des shorts qui vont faire 50 vues et d'autres qui vont faire 1000 vues. Donc, Oui. voilà, Oui. mais on ne peut pas non plus savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, si c'est le contenu qui n'est pas assez percutant ou quoi que ce soit. Mais on a l'impression qu'il y a quand même des irrégularités dans le trafic. Ça, je ne sais pas si de ton côté, tu l'as aussi constaté. Oui. Mais enfin, il y a des choses qui paraissent assez bizarres, je dirais quand même. Sur un an, quand tu as une baisse d'audience de 20, 30, 40%, alors que parfois tu as plus de likes que de vues, manifestement, tu peux dire de façon à peu près tangible et honnête qu'il y a eu un problème d'invisibilisation. Et YouTube, quand tu leur écris, ils te disent il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, il n'y a aucun problème sur votre chaîne. Voilà. Dans ce cas, donc, il y a une obligation. Et si jamais elle n'est pas respectée, donc, il peut y avoir des amendes. Mais autant encore faut-il pouvoir le détecter nous-mêmes. C'est ça qui est difficile. Ouais, ça me suffit. Il nous reste encore 5 minutes. Merci Arnaud d'être là. Arnaud Maître, dit Miglio, spécialiste en droit du numérique et de la communication. N'hésitez pas en tout cas à partager, liker cette émission. C'est important. Ça aussi, ça nous permet de contraindre l'algorithme à faire fructifier les audiences et surtout faire découvrir de nouvelles voies. Et je trouve que c'est intéressant de recevoir Arnaud ce matin parce qu'il est avocat spécialiste de ces questions et ça permet d'avoir des grilles de lecture et parfois de se rendre compte à un moment donné de la question juridique de l'histoire. Sur l'ARCOM, Arnaud, je voudrais qu'on aborde cette dernière question. Première question, est-ce que l'ARCOM aujourd'hui est-elle en capacité aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux, notamment pour des médias comme les nôtres? Je pense que ce n'est pas encore le cas, mais c'est un peu le projet que l'ARCOM s'occupe des plateformes et puisse mettre des sanctions notamment ou des recommandations. Et là-dessus, est-ce que c'est le cas? Et après, je poserai une seconde question sur l'ARCOM. Si, tout à fait. L'ARCOM, elle a la possibilité, en fait, comme je l'ai dit, elle doit lutter contre la désinformation qui est susceptible de troubler l'ordre public ou les élections. Donc, elle a cette mission générale et ça s'applique également aux plateformes, bien sûr. Après, bon, c'est extrêmement compliqué parce qu'on sait qu'il y a des pouvoirs exclusifs, notamment de la commission, concernant le contrôle des très grandes plateformes, des très grands moteurs de recherche. Après, j'entends aussi les critiques vis-à-vis de l'ARCOM, qui sont des critiques, je dirais, davantage structurelles, qui tiennent à son indépendance. On a vu certaines affaires dans lesquelles il y avait eu donc des sanctions qui avaient été prononcées à la suite notamment de recours par le Conseil d'État, etc. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion à mener par rapport à cette indépendance de l'ARCOM, dont on sait les 9 personnes qui siègent sont désignées par les pouvoirs politiques. Donc on nous dit que c'est une administration indépendante, mais de l'autre côté, elle est désignée par des pouvoirs politiques. Donc on sent qu'il y a toujours un contrôle qui peut se faire donc, sur l'information, que ce soit l'ARCOM ou d'ailleurs la CPPAP, la Commission paritaire des publications et des agences de presse, qui, elles, dépendent directement du ministère de la Culture et dont il n'est même pas précisé qu'il est nécessaire qu'il s'agisse d'une administration indépendante. Donc, à mon sens, il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet-là pour qu'il y ait davantage de séparation entre le pouvoir politique et les médias. Et on voit qu'en France, on a une information qui reste quand même largement subventionnée aussi par les pouvoirs publics, de mémoire autour de 4 milliards d'euros par an pour l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est 4,5 milliards par an. Voilà.
Alors que, et j'ai vérifié tout à l'heure, est-ce que tu sais quel est le budget alloué à la justice Bah, tu vas me le judiciaire? dire. Ouais, ouais. Ben, écoute, c'est pareil. C'est à peu près 4 D'accord, milliards. ok. D'accord. C'est à peu près Et 4 donc, milliards. Delphine Ernotte palpe 30 000 euros par mois, pardon, par mois. Voilà. Et donc, la justice, le budget est Alors, absolument voilà, c'est la équivalent à ça. justice judiciaire, c'est-à-dire le fonctionnement des Ouais. tribunaux. C'est à Oui, peu les près le même greffiers, budget les juges, les que magistrats. l'audiovisuel public et la radio. Donc, quand j'ai vu ça, je suis assez surpris. C'est-à-dire Ouais. que on met beaucoup d'argent dans ce qui concerne l'information, mais autant que pour la justice, alors que c'est du domaine du régalien. Moi, je suis assez étonné de voir les faibles moyens qu'on alloue à la justice, avec aussi en conséquence une déjudiciarisation sur certains contentieux, parce qu'on ne va pas pouvoir identifier, par exemple, des personnes qui diffusent du contenu qui est contraire au code civil, dénigrement, vie privée. Tout cela, on ne peut plus faire d'identification parce que ça encombre aussi les tribunaux. Hein. Ouais. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi un manque de moyens alloués à la justice. Il va y avoir moins de justice finalement. Et on donne beaucoup d'argent aussi quand même pour les médias publics. Voilà, donc je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Et en tout cas, une clarification au niveau juridique sur notre administration qui contrôle l'information, avec davantage, il faut créer davantage de séparation entre les pouvoirs publics et les médias. Comme il y a eu une grande loi sur la séparation de l'Église et de l'État, moi je continue à dire qu'il faut une grande loi qui vienne séparer le pouvoir politique et les médias. Ouais. Ça veut dire, Arnaud, là-dessus, pour terminer là-dessus, ça veut dire qu'à un moment donné, les aides à la presse, on en fait quoi concrètement? C'est une question qui se pose, parce qu'il y a quand même des grands médias qui sont tenus par les milliardaires, des oligarques, et qui ont un paquet de pognon par an. Je suis être un peu trivial dans la formulation, mais tout de même, quand on regarde les chiffres d'aide à la presse, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui sont perfusés d'oligarques et qui en plus touchent de l'argent public. C'est quand même, ça pose la question aussi. Tout à fait. C'est tout ce problème, effectivement, des fonds publics qui sont alloués à la presse, même à des milliardaires, comme tu le rappelles, avec des dotations 100% de l'État, donc pour l'audiovisuel public et la radio publique, donc France Télévisions, Radio France, qui nous coûtent plus de 4 milliards. Également, donc ces fonds alloués à la presse. Et aussi, il faut le rappeler, cette concurrence avec les réseaux sociaux. Oui. Et on voit bien que dans le fond, il y a une volonté aussi de diminuer de manière générale l'impact de ces informations qui proviennent des réseaux sociaux, qui prennent leur source dans les réseaux sociaux, parce que ça vient concurrencer aussi ces médias qui sont subventionnés par l'État. Oui. C'est vraiment une question fondamentale. En tout cas, ce matin, avec toi, Arnaud, on a fait le point là-dessus. Ça mériterait, bien entendu, plein de choses. Mais je vous invite, chers amis, Arnaud, donne-nous ta chaîne YouTube pour que nos amis aillent voir un peu toutes ces questions, aller creuser le sujet avec tes analyses. Alors bon, simplement sur mon nom, sur Arnaud Di Meglio, de temps en temps, voilà, je diffuse des vidéos sur ces sujets. J'en ai fait une d'ailleurs sur la désinformation qui explique cette évolution du code de conduite contre la désinformation, donc le code européen de bonnes pratiques contre la désinformation de 2018, qui est devenu donc ce code de conduite sur la désinformation et qui entre en vigueur donc au 1er juillet de cette année. Donc on va voir les conséquences que cela va avoir par rapport aux très grandes plateformes et sans doute, et tout le monde s'attend à ce que notamment X soit sanctionné lourdement dès le mois de juillet, notamment parce que la plateforme n'a pas adhéré à ce code sur la désinformation. Ouais, et c'est pour ça que voilà, c'est toujours passionnant. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à voir la chaîne d'Arnaud Di Meglio là-dessus. Vous avez pas mal d'informations, pas mal de petites vidéos. C'est toujours intéressant. Arnaud est toujours très, très pertinent sur ces sujets. C'est son boulot. En tout cas, merci à toi d'avoir pris ce beaucoup, Nicolas. Merci. Cher Arnaud, d'être venu sur Toxin pour nous expliquer tout ça. On te souhaite une excellente journée, Arnaud. Merci beaucoup. Salut, bon week-end. Merci beaucoup. Salut, bye bye.
À bientôt. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.